Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu donc à l'invitation de représente.org et de Sésame Pays de la Loire pour ce temps d'atelier sur la question de la transition écologique et du rôle donc du CSE. Quelques éléments très techniques. Donc, cet atelier est effectivement enregistré, donc vous pourrez le voir et le revoir, le diffuser à droite et à gauche. On vous fera parvenir les liens pour cela. Vous avez quelques questions qui vous seront posées, 3 questions qui vous seront posées tout au long de l'atelier auxquelles vous pourrez participer. Ça nous permettra d'avoir des éléments de réponse sur des questions très précises qu'on vous soumet. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à Valentin par l'intermédiaire du question-réponse et puis discuter entre vous à travers le chat. Alors vous avez vu, on a invité pas mal de monde pour échanger sur cette thématique du rôle du CSE et de la transition écologique. Donc, sont présents ici Agnès Rivière. Bonjour Agnès, qui représente donc représente.org, donc une jeune scope qui travaille à l'accompagnement des élus de CSE, notamment sur la question de la politique sociale et culturelle et donc la prise en compte des enjeux environnementaux. Moi-même, je suis Vincent Leprin, je représente donc Sésame Pays de la Loire, donc, qui est une association du réseau national Sésame qui regroupe 5000 CSE en France et qui intervient depuis une quarantaine d'années dans l'accompagnement des CSE, à la fois sur leur politique sociale et culturelle, mais nous accompagnons également les CSE sur de la formation et des accompagnements. Et puis, nous avons invité Mathilde Despax, donc cofondatrice et présidente de Gate 17, dont vous nous présenterez votre structure tout à l'heure, et puis Christine et Victoire, qui sont donc 2 élus de CSE que nous avons invités et qui ont accepté de notre invitation pour pouvoir témoigner de ce qu'elles ont déjà mis en place, elles, et qui peuvent être des choses que vous pouvez peut-être reprendre à votre compte. Donc, pour aborder ce sujet, on vous propose 3 temps très précis. Un premier temps où Agnès va nous faire un état des lieux de la situation environnementale. Ce premier temps sera complété également par une intervention de Mathilde qui nous dira un petit peu ce qui se joue au niveau législatif. Il y a pas mal de choses qui ont évolué ces dernières années. Il y a une vraie prise de conscience et pas plus tard qu'hier, Mathilde nous dira qu'il y a eu aussi un événement relativement important sur cette question. Deuxième temps, on abordera votre légitimité à agir, vous, CSE, pourquoi agir sur cette question de la transition écologique. Et puis un troisième temps sur comment agir. Et donc là, on aura besoin effectivement de l'expérience, des retours d'expérience de nos 2 élus qui sont présents. Alors, sur le premier temps, sur l'état des lieux, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation, Agnès? On entend dire ici ou là que ce n'est pas très, très positif ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça par des faits très précis? Absolument. Merci beaucoup, Vincent, et bonjour à tous. Pour démarrer, peut-être un petit mot sur moi. Pour l'histoire, j'étais moi-même élue dans CSE, dans mon entreprise précédente, avant de prendre très récemment le tournant de l'entrepreneuriat. Et du coup, représente.org, nous sommes l'agence de l'écologie joyeuse pour les CSE, une jeune coopérative en effet, et on accompagne les élus de CSE à redonner du sens aux activités sociales et culturelles pour en faire un levier de transition écologique. Donc je vais commencer par planter le décor et rappeler les grandes lignes des enjeux environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui, ce qui explique aussi pourquoi est-ce que nous sommes là tous aujourd'hui. Alors, en guise d'introduction, je vous propose de commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est au juste un enjeu environnemental? C'est quand les activités humaines, donc là on parle vraiment des activités économiques, comme l'industrie, le transport ou encore l'agriculture, vont impacter négativement notre environnement naturel. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça regroupe plusieurs domaines qui sont assez différents. On peut en retenir 3 principaux. Le climat, donc ça c'est l'impact de nos activités économiques sur le réchauffement de la planète, qui sont provoquées par les émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2 par exemple. Mais ensuite, il y a aussi tout ce qui concerne la fragilisation de nos écosystèmes, et notamment l'érosion de la biodiversité, qu'on va affecter plutôt avec la déforestation, la surpêche, les pesticides, ou encore la pollution liée aux déchets, la liste pourrait être encore longue. Et puis un autre domaine qui est impacté, c'est la santé humaine. Par exemple, si on regarde uniquement la pollution de l'air en France,
On estime que c'est entre 48 000 et 76 000 décès prématurés par an. C'est assez massif. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près autant que le Covid au 1er février 2021. Mais si on tire un peu la pelote, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, ces impacts sur l'environnement et la santé vont ensuite impacter en retour nos activités économiques. Donc là, la boucle est bouclée. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire face à, par exemple, une baisse des rendements agricoles, ou encore des sécheresses qui vont être plus fréquentes, une raréfaction des ressources en eau douce. Beaucoup de phénomènes auxquels il va falloir s'adapter. Et ça a des coûts économiques qui sont induits. À titre d'exemple, il y a un rapport de la Commission européenne qui estime que l'inaction en matière de biodiversité va coûter 7 points de PIB mondial à horizon 2050. Bon, tout ça, ça vous paraît peut-être un peu abstrait et vous avez raison. Donc je vous propose, pour le rendre un peu plus visuel, de regarder ces cartes et de prendre l'exemple du coup du dérèglement climatique. Donc vous avez à gauche ce à quoi ressemblait l'Europe il y a 20 000 ans, lors de la dernière ère glaciaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, c'est l'époque de l'âge de glace, le dessin animé que vous connaissez tous, la planète était 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui, pas plus. Alors 5 degrés de manière globale, ça veut dire que de manière locale, on avait des températures, notamment en Europe continentale, qui étaient entre 10 degrés et 15 degrés plus bas qu'aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est que ça a un impact vraiment gigantesque sur la géographie de l'Europe. Et notamment, à cette époque, l'Europe du Nord était entièrement recouverte d'un glacier. Le niveau de la mer était plus de 100 mètres plus bas, 120 mètres plus bas, et du coup, on passait à pied de la France jusqu'à l'Angleterre. Donc, ce que ça nous apprend, c'est que quelques degrés à niveau global, ça a vraiment des conséquences gigantesques sur la géographie. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà dans une période chaude pour la planète, c'est-à-dire une ère interglaciaire. Et que la tendance que l'on suit aujourd'hui nous dirige vers un réchauffement global qui serait situé entre 2,5 et 4 degrés de plus qu'aujourd'hui en 2100. C'est une accélération qui est majeure, mais surtout, c'est un phénomène qui est totalement inédit, parce qu'en fait, des températures n'ont jamais été atteintes sur Terre, en tout cas dans les 400 000 dernières années, c'est-à-dire à l'horizon auquel on est capable d'avoir un historique. Maintenant qu'on a dit ça, on est tous d'accord qu'on a envie de l'empêcher. Mais comment est-ce qu'on fait? Donc, l'objectif qui a été formulé dans l'accord de Paris, c'est de maintenir le réchauffement climatique le plus loin possible en dessous de 2 degrés. Et en fait, dans les faits, on va plutôt viser quelque chose comme 1,5 degré maximum. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 1,5 degré, on déstabilise de manière inéluctable les glaciers de l'Antarctique, ce qui veut dire qu'on ne peut plus empêcher la montée des eaux. Et au-delà de 2 degrés, là, on a carrément des risques d'emballement qui font qu'on pourrait ne plus contrôler le réchauffement de la planète. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur les courbes de gauche. En haut à gauche, vous avez un scénario où on arrive à maintenir finalement le réchauffement à 1,5 en le stabilisant. Et en dessous, en bas à gauche, vous avez un scénario où on va dépasser temporairement 1,5 et ensuite y revenir, ce qui est un peu moins souhaitable. Donc ça, c'est ce qu'on vise. Et sur quoi ça repose, ces scénarios? Là, c'est ce que vous avez sur les magnifiques courbes de droite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le réchauffement climatique est lié du coup, à des émissions de gaz à effet de serre, du fait de nos activités humaines, et que du coup, si on veut limiter le réchauffement, il faut réduire ces émissions. Au premier rang des gaz à effet de serre, on trouve le CO2, qui lui est issu majoritairement de la combustion des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Mais on a aussi d'autres gaz, et notamment on peut citer le méthane, qui est très présent dans l'agriculture, généré par exemple par l'élevage ruminant, ou encore des phénomènes comme la méthanisation dans les rizières. Donc, ce que vous voyez à droite, ce sont des trajectoires de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui permettent de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré, ce qui est ce qu'on souhaite. En bleu, vous avez le scénario le plus souhaitable, qui permet de rester en dessous de 1,5 tout le temps. Et en gris, un scénario qui est moins souhaitable, qui permet de se stabiliser à 1,5, mais après avoir dépassé temporairement le seuil. Tout ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, ce que ça nous apprend, c'est deux choses. C'est déjà qu'il faut commencer à réduire nos émissions maintenant. C'est la petite ligne que je viens de rajouter au milieu. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec la décennie 2020 si on veut vraiment réussir à tenir l'objectif. Et la deuxième chose que ça nous apprend, c'est que en fait,
on a tout intérêt à démarrer très rapidement. Et même que démarrer plus vite, eh bien, ça compte plus que de démarrer très fort. Pourquoi? Parce que tout le retard que l'on accumule aujourd'hui va en fait se traduire par des efforts plus importants qu'il faudra consentir demain, et donc des plus gros sacrifices. Et ça se voit sur ce graphique avec les courbes grises qui sont en dessous des courbes bleues quand on arrive tout à droite. Et ça s'explique par le fait que les gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais nous, CSE, on est en France quand même. Et bien, vous avez raison. Donc, regardons un peu plus près où est-ce qu'on en est, nous, au niveau des accords de Paris. Sur cette courbe, sur ce graphique, vous avez l'évolution de l'empreinte carbone de la France depuis 1995. L'empreinte carbone, c'est une méthodologie de calcul qui permet de quantifier l'impact de nos activités sur le réchauffement climatique. Ce que vous avez en rouge, c'est la courbe du milieu, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites sur le territoire national. On voit que globalement, c'est super, elles sont en baisse. En bleu, vous avez les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos importations de biens et services, c'est-à-dire tout ce qui est produit ailleurs, mais consommé en France. Et là, malheureusement, ça augmente. Et du coup, quand on additionne les deux, on se rend compte que globalement, ça c'est la courbe orange, notre empreinte carbone au niveau de la France, elle est stable. Alors d'un côté, c'est positif, ça veut dire que ça a cessé d'augmenter, mais bon, on est encore très loin d'une dynamique de réduction à ce stade. Du coup, je vous propose qu'on regarde encore d'un peu plus près. Donc ça, c'est l'empreinte carbone moyenne d'un habitant en France, c'est-à-dire la moyenne de l'impact de chaque Français sur le réchauffement du climat. À aujourd'hui, c'est ce que vous avez au-dessus, on en est environ à 11 tonnes d'équivalent CO2. Les autres gaz sont tous exprimés en équivalent CO2 par an et par habitant. Et notre objectif, si on veut respecter les accords de Paris, est d'atteindre 2 tonnes par an et par habitant. Là, on voit bien que c'est une réduction de 80%. C'est quand même un effort significatif qui va devoir être fourni. Puis vous avez aussi le poids respectif de chaque activité dans notre empreinte, donc mobilité en bleu foncé, ensuite logement en bleu clair, consommation de biens et services en vert, alimentation en orange, et finalement en gris, vous avez tout ce qui est lié aux services publics de l'État, comme la santé ou l'éducation par exemple. Alors, maintenant qu'on a posé ce constat, il y a une question qui vous vient sans doute, il y a même deux questions. La première, c'est comment on fait? Et ça c'est un vrai sujet, mais on va en parler encore une fois dans ce webinaire. Et la deuxième question, c'est qui doit agir? C'est une question qui est très importante. Alors pour ça, vous avez un cabinet qui s'appelle Carbone 4 qui a réalisé une étude très intéressante qui est en fait de quantifier les éco-gestes qui peuvent être faits de manière réaliste par les individus. Donc, la part qui repose vraiment sur tout un chacun. Et vous avez à la fois les éco-gestes comme acheter d'occasion, faire plus de trajets à vélo, faire du covoiturage, manger moins de viande, mais aussi les investissements réalistes qui peuvent être faits par les ménages, comme rénover son logement ou encore changer de chaudière. Et ça, on estime que c'est environ un quart de l'effort. C'est-à-dire que les individus ont dans leurs mains environ un quart du chemin à parcourir. Ça veut dire aussi que tout le reste, les trois quarts, vont vraiment reposer sur des changements systémiques de nos modes de production, donc dans la main plutôt des États et des entreprises. Et ce qui est génial avec les CSE, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que vous, en tant qu'élus, vous êtes vraiment à mi-chemin entre ces deux impacts. D'un côté, la mission sociale, vous pouvez vraiment accompagner les individus, et donc travailler sur ces un quart de l'effort. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi impacter le collectif avec votre rôle économique de dialogue social pour accompagner la transformation des entreprises. Alors, c'est intéressant d'avoir ces indicateurs-là. On voit bien effectivement, là, c'était pas une grande nouvelle. Hein. On voit bien qu'il y a des vrais enjeux et qu'il y a des challenges qui sont assez importants à relever. C'est d'ailleurs ce qui explique sans doute aussi que depuis quelques années déjà et avec ce projet de loi climat, au niveau législatif, des choses sont vraiment en train de bouger beaucoup plus vite. Il était temps, mais il y a vraiment une vraie prise de conscience de l'urgence de la situation. Alors Mathilde Despax de Gate 17, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un petit peu votre structure et nous dire en quelques mots quels sont les temps forts depuis ces derniers mois, ces dernières années autour de la législation, autour des choses qui ont été mises en place en termes législatifs pour atteindre ces objectifs?
Tout à fait. Merci Vincent et Agnès du coup de votre invitation. Donc effectivement, je représente le GAI 17 qui est un cabinet de conseil auprès des CSE sur la question de la transition écologique et les impacts qu'elle peut avoir effectivement sur les prérogatives sociales et économiques habituelles des élus et des représentants syndicaux. Donc notre accompagnement, hein, du coup depuis 2 ans, puisqu'on a créé la structure il y a 2 ans, c'est essayer de donner du coup une dimension environnementale au dialogue social au sein des entreprises, de la même manière qu'on a donné une dimension, enfin que les directions ont donné une dimension environnementale à leur stratégie en créant notamment des directions RSE. Donc on accompagne uniquement les IRP sur ces enjeux à travers voilà, différents accompagnements, formations, notamment en aidant à la création de commissions facultatives environnementales dédiées à ces sujets, pour avoir un acteur au sein du CSE qui soit identifiable auprès des salariés, auprès de la direction. On a des formations du coup adaptées au mandat des élus. On aide sur la négociation d'accords des représentants syndicaux, des définitions de feuilles de route d'action pour pouvoir prévoir à 1, 2, 3 ans voilà, quelles sont les actions clés à mettre en place, avec un suivi des réalisations, des indicateurs, voilà, des partenariats. Agnès, tu parlais de Carbone 4 tout à l'heure, on travaille avec un acteur de ce type, effectivement, côté plus technique. Nous, on apporte voilà, la dimension juridique voilà, et l'expertise CSE, mais on travaille avec des acteurs effectivement qui sont beaucoup plus techniques sur ces sujets. Donc oui, sur l'évolution législative dont tu parlais, Vincent, peut-être Agnès, si tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc pour donner rapidement hein, l'évolution du cadre législatif en la matière, disons au niveau national. Donc, si on revient au lancement de la stratégie nationale bas carbone de la France, hein, qui a été prise en octobre 2015, donc, et qui a pour objectif de rendre nos émissions de gaz à effet de serre neutres en 2050. Donc, en termes de neutralité, la neutralité carbone consiste en fait à accepter d'émettre autant de gaz à effet de serre qu'on peut en absorber. Pas nous évidemment, mais tout ce qui est tous les puits de carbone qu'on a en France, qui sont essentiellement les forêts. J'ai vu qu'il y avait un petit débat sur le méthane aussi là, dans les discussions. Donc, quand on parle de CO2 hein, dans ces politiques nationales, on parle de gaz à effet de serre en réalité, et donc d'équivalent CO2. Donc, le méthane est compris en réalité dans les politiques. Voilà, sur le sujet. Donc ensuite, l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat, hein, qui est un accord du coup international, hein, auquel la France a adhéré. Donc elle avait même anticipé, puisque la stratégie nationale bas carbone a été prise en fait en amont des accords de Paris. Donc l'accord de Paris vise à atteindre au mieux 2 degrés supplémentaires à la fin du siècle, par rapport au niveau pré-industriel. Et donc, tous les États qui se sont engagés voilà, mènent des politiques en ce sens qui impactent forcément hein, toute l'industrie, toutes nos activités, nos industries, mais nos services également, toute la production économique française, et donc impactent forcément le marché de l'emploi, des changements de compétences, des fermetures d'activités, etc. Ce qui a peut-être de plus représentatif dans la politique menée hein, au niveau de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre et qui nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, c'est peut-être le mouvement des Gilets jaunes hein, qui a commencé en octobre 2018. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement des mesures de transition écologique et donc la taxe carbone hein, qui vise à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre n'a pas été compris. Et en fait, on n'a pas inclus toutes les parties prenantes, finalement, qui allaient être impactées par ces enjeux-là. Donc, au niveau national, ça a créé une incompréhension, évidemment, qui est tout à fait légitime. Donc, voilà, le débat est parti de là, enfin, le mouvement est parti de là. Et évidemment, bon, d'autres sujets sont venus sur la table, mais c'est assez représentatif du fait que la transition écologique a une dimension sociale qu'on ne peut pas négliger, que ce soit au niveau national, au niveau des branches, mais au niveau de l'entreprise. Donc, le mouvement des Gilets jaunes s'en est suivi le grand débat national qui a abouti à la Convention citoyenne. Entre-temps, la loi Pacte a été adoptée, loi Pacte qui a modifié le Code civil, hein, l'article 1833 qui définit ce qu'est la société. Donc jusqu'alors, la société
en fait, avait une dimension… La société dans le sens entreprise. La société dans le sens entreprise, voilà. L'entreprise n'est pas un terme juridique, mais la société l'est. Et la société, donc en tant qu'entreprise, c'est plus simple, voilà, jusqu'à présent était définie comme un intérêt visé finalement à viser l'intérêt des associés. Et donc, à cette définition, on a ajouté, non, finalement, elle n'existe pas juste dans l'intérêt de ses associés, mais elle existe aussi, elle a aussi une fonction sociétale voilà, et environnementale, et elle doit voilà, prendre en compte ses impacts sociétaux et environnementaux dans le fonctionnement de ses activités. Ce qui est très théorique, évidemment, mais en réalité, ça représente une réelle… un réel tournant dans l'approche qu'on peut avoir finalement de nos modèles économiques et du fonctionnement de nos activités. Ensuite, donc, je disais, suite au grand débat national, la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat, on a tiré au sort donc 150 personnes qui ont proposé 150 moins une, du coup, qui a été retirée, donc 149 propositions concernant justement le fait de comment mettre en place la transition écologique en incluant toutes les parties prenantes, en faisant en sorte et finalement que les incompréhensions type mouvement des Gilets jaunes voilà, n'arrivent plus, et dans laquelle notamment la Convention citoyenne a demandé à ce que les CSE aient de nouvelles prérogatives légales sur la question de la transition écologique et puissent, au même titre que la dimension économique et sociale, s'intéresser à ces sujets dans l'entreprise, questionner la direction, voilà, élaborer, faire le suivi des directions, des stratégies d'entreprise sur la façon dont ils comptent en fait s'adapter justement à soit des nouvelles réglementations, soit voilà, accompagner les salariés en termes de compétences, etc. Donc, s'ensuit, suite à ces propositions, le projet de loi climat, qui est en cours en réalité, puisqu'il va être présenté en Conseil des ministres dans 5 jours. Et il a déjà été transmis dans les grandes lignes. Donc, dans ces grandes lignes, le projet inclut le fait d'intégrer de nouvelles prérogatives environnementales aux élus du CSE, puisqu'on aussi des représentants de syndicaux, mais comme on est sur les CSE, voilà, nouvelles prérogatives environnementales et notamment au niveau des consultations obligatoires annuelles. Je vais en parler brièvement et le fait effectivement que maintenant ces acteurs sont légitimes pour parler de ces questions auprès de leur direction, auprès des salariés. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est cette fameuse légitimité. En fait, nous on travaille avec des CSE sur ces questions depuis 2 ans et la plus grande difficulté de ces acteurs, c'est de se sentir légitimes sur ces questions. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Donc la loi est en cours d'adoption, donc s'ouvre une phase parlementaire, a priori sera adoptée en juillet. Donc voilà, d'autres éléments pourront être ajoutés. On ne sait pas, moi je ne peux pas dire ce qui va se passer, mais potentiellement, enfin là, bon, les acteurs qui s'intéressent à ces sujets essaient, et les parlementaires aussi, d'y intégrer un maximum de moyens pour que ces nouvelles prérogatives soient mises en œuvre, voilà, et que les élus soient accompagnés en termes de formation, en termes d'expertise, etc. Et a priori, cette loi sera adoptée en juillet, voilà. Ce qui modifiera le Code du travail. Donc l'entreprise, si je reprends ce terme-là, qui est, bien entendu n'est pas le terme juridique, mais l'entreprise n'est plus seulement une unité de profit, une unité pour créer de la richesse, mais elle a aussi donc des comptes à rendre, entre guillemets, à la société, avec l'ensemble de ses activités ne doivent pas impacter l'environnement. Et du coup, ce que tu dis Mathilde, c'est que la légitimité, on la voit déjà poindre là, c'est que l'entreprise doit rendre des comptes, et en premier lieu dans l'entreprise, on rend des comptes aux représentants du personnel qui vont pouvoir déjà agir sur ces missions consultation. Il y a un dernier fait législatif, je ne sais pas si on peut prendre ce terme-là, qui a eu lieu pas plus tard qu'avant-hier. C'est ce qu'on appelle l'affaire du siècle. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui s'est passé mardi? Tout à fait, oui. Alors, grosse décision, effectivement, du tribunal administratif de Paris, du coup, qui a condamné l'État, effectivement, pour préjudice écologique, dans le cadre, donc pour manquement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, donc, la France est engagée à une neutralité carbone en 2050.
En réalité, quand on voit la première phase des accords de Paris qui s'est terminée en 2018, elle n'a pas été atteinte. Donc, 4 ONG, finalement, ont assigné l'État sur ces bases. Donc, il y avait Greenpeace, Oxfam, il me semble, oui, la Fondation Nicolas Hulot et Notre Affaire à tous. Et effectivement, la décision a été rendue par le tribunal administratif de Paris il y a 2 jours, et donc condamne l'État effectivement pour préjudice écologique. Donc, c'est une grande victoire du coup pour les défenseurs de la cause environnementale. Et on se rend compte à quel point voilà, les engagements ont été pris. Bon, effectivement, le code civil a été modifié, le code du travail va l'être. Tout ça, c'est très théorique. Après, en pratique, en réalité, voilà, il y a pas mal de procédures judiciaires qui sont en cours. Je pense aussi, il y a une autre décision qui a été prise et que je trouve particulièrement intéressante aussi, en début d'année dernière, donc, où le juge constitutionnel a considéré que la liberté d'entreprendre était limitée pour la première fois à l'impact négatif qu'elle pouvait avoir sur l'environnement. Donc, c'est la première fois qu'on met une limite à la liberté d'entreprendre sur des questions, voilà, avec une contrainte environnementale. Donc voilà, c'est des sujets qui avancent effectivement, et en entreprise, si on veut arriver finalement à prendre part à cette stratégie nationale, voilà, tous les acteurs doivent y être engagés. Voilà, je vais continuer pour pas prendre trop de temps. Donc rapidement, pour vous montrer l'exposé des motifs de la loi climat qui est en cours. Donc le projet de loi qui va être présenté dans 5 jours. Potentiellement, il sera modifié puisque ce texte, on l'a eu il y a une dizaine de jours. Donc c'est l'article 16, pardon. Vous pouvez le trouver sur Internet. Donc qui dispose que les enjeux environnementaux figureront désormais parmi les attributions générales du CSE. Chaque thématique faisant l'objet d'une procédure d'information-consultation du CSE devra prendre en compte les conséquences environnementales des activités de l'entreprise. Et dans les plus de 50 salariés, donc, ce thème sera ajouté aux consultations récurrentes du CSE. Aujourd'hui, il est écrit que chaque thématique faisant l'objet d'une procédure devra prendre en compte les conséquences environnementales des activités de l'entreprise. Donc, à voir, on ne sait pas encore si c'est une infoconsultation supplémentaire ou s'il s'agira dans toutes les infoconsultations obligatoires actuelles, il faudra intégrer cette analyse et que l'avis du CSE intègre cet aspect. Oui, il n'y aura pas forcément une consultation spécifique environnementale, ça sera vraiment intégré dans tout. C'est pas acquis encore. Pour l'instant, le texte est formulé de cette manière, et d'ailleurs de manière très difficile à comprendre en réalité, puisqu'il est écrit, parce que là, c'est vraiment du copier-coller, j'ai rien touché. Ce thème sera ajouté aux consultations récurrentes du CSE. Donc, certains l'interprètent comme une nouvelle consultation. Et ensuite, voilà, on trouve le fait que ce sera intégré dans chaque thématique. Donc, je pense que ce sera clarifié dans la phase parlementaire et on verra effectivement si c'est l'objet d'une nouvelle consultation ou si ce sera appliqué à chaque consultation. À voir. Et au niveau des négos, sur la GPEC, donc qui concerne les représentants syndicaux, aussi de nouvelles, mais aussi les CSE, puisque les CSE parfois ont des prérogatives de négociation. Effectivement, sur ces questions, il va falloir intégrer aussi l'adaptation aux besoins de transition écologique. Donc, tout ce qui concerne l'évolution de carrière, la montée en compétences des salariés, étant donné que la réglementation dans certains secteurs évolue particulièrement du fait de la transition écologique, pouvoir s'adapter à ça et que les salariés ne se retrouvent pas sur le côté par manque de compétences. Oui, les métiers vont changer, vont certainement changer, les compétences vont évoluer en fonction aussi de cet enjeu-là. Ouais. Tout à fait. Ok, merci Mathilde. Donc on voit bien à travers tes propos que la légitimité, elle est évidente pour le CSE, mais on va reprendre un petit peu l'histoire des CSE pour renforcer aussi ce côté légitime. On ne va pas remonter non plus très loin, mais années 45-46, l'histoire, le statut moderne des CE. Mais en tout cas, on voit bien que c'est sur la question de cette légitimité,
il y a des bonnes raisons de l'intégrer. Déjà, la situation, on voit bien qu'elle est extrêmement compliquée et dangereuse pour l'avenir de l'humanité. On voit bien que l'évolution législative va dans ce sens, que le CSE aura aussi sa part à jouer dans ce rôle-là. Et puis surtout, c'est là-dessus que je voudrais, moi, intervenir, c'est que le CSE aujourd'hui est légitime parce que de tout temps, dans toute son histoire, il a toujours été là pour être à l'écoute des besoins du moment et des évolutions de société. C'est un acteur social. En fait, les différents besoins des salariés depuis ces 75 dernières années ont évolué en fonction des périodes. La sortie de la Seconde Guerre mondiale, les besoins des salariés étaient de se nourrir. Ensuite, il y a eu des besoins autour du logement. Il y a eu du besoin autour des soins. Le salarié avait des attentes en matière d'accès aux soins. Et puis, décennie après décennie, ces besoins un peu primaires étant satisfaits, plus ou moins satisfaits, le salarié a commencé à être plutôt sur de la qualité de vie, sur le besoin de se divertir, de se cultiver, créer du lien social, et puis un peu plus proche de nous, un vrai désir d'améliorer sa qualité de vie. Donc ça, c'est pour vous montrer que les besoins ont évolué. Et puis sur la question du monde du travail, là aussi, il y a eu des impacts forts dans l'évolution du monde du travail qui ont eu une incidence sur la situation des salariés. On le voit à travers cette frise-là. Il y a eu enfin non, c'était une autre diapo. La précarité, le développement du temps partiel qui a généré aussi, qui a été généré aussi cette précarité par le développement des situations de monoparentalité, le développement des risques psychosociaux, la réduction du temps de travail qui a développé aussi le développement de la société du temps libre, de la société du loisir. Tout ça ont eu des incidences forcément sur les besoins des salariés. Aujourd'hui, on entend beaucoup de salariés qui se questionnent autour du sens de leur travail. À quoi ça sert tout ça? Et puis surtout, mes activités personnelles, professionnelles, quel impact elles ont sur mon environnement? Donc, on voit bien qu'à travers toutes ces évolutions, tous ces impacts, les besoins des salariés ont changé. Eh bien, les élus de CSE, avant nous, ont toujours été là, force de proposition et attentifs à toutes ces évolutions parce que ils étaient au cœur de toutes ces mutations économiques et sociales, acteurs centraux dans les entreprises du dialogue social, donc observateurs de ces évolutions, acteurs de proximité avec leurs salariés. Donc, ils sont bien depuis toujours au cœur des problématiques et les premiers observateurs de toutes ces évolutions. Alors, on peut reprendre quelques dates importantes, comme on le voit là à travers la frise que vous avez sous les yeux. Si on reprend depuis les années 40, les années 40-50, pour illustrer le propos, période d'entraide et de solidarité. Les CE ont été, comme je vous le disais, un acteur majeur pour l'effort de reconstruction d'après-guerre. Ils ont beaucoup agi pour aider les salariés à manger déjà. Hein. On a connu une époque où le CE s'appelait le comité patate. C'était cette époque où il alimentait. Il alimentait le salarié, il lui permettait de se nourrir à sa faim, parce que ce n'était pas toujours le cas. Dans ces années-là, les CE ont beaucoup aussi œuvré sur des coopératives d'achat en permettant aux salariés donc d'avoir accès à des biens alimentaires, voire à des biens d'équipement. Biens d'équipement, ça a été également une époque, les années 40-50, où les premiers biens d'équipement se sont développés dans les ménages. Et là aussi, le CE a accompagné ses salariés sur ces questions, notamment avec des permanences juridiques pour conseiller et défendre les salariés qui étaient devenus un consommateur. Ils s'équipaient. Il y avait une relation au crédit, une relation aux assurances, aux achats par correspondance. Tout ça a généré des besoins un peu nouveaux et les CE à l'époque ont été sur ces questions-là.
Mutualisation des moyens, les prêts matériels, les bourses scolaires, les prêts en tout genre, la mutualisation, donnée à certains qui n'ont pas, alors que d'autres en ont, ne s'en servent pas. La question du troc, entre guillemets, était déjà un peu instaurée à cette époque-là. L'accès au logement, alors les syndicats ont beaucoup œuvré, mais les comités d'entreprise à leur niveau aussi, pour permettre aux salariés d'accéder aux logements sociaux notamment. Il y a eu la création des CIL, hein, des centres d'information au logement, ça a été porté beaucoup par les syndicats et les CE ont joué aussi leur rôle sur ces questions. La fin des années 50, en 59, donc vous voyez toute cette période 40-50, on était vraiment dans la construction et donc le CE a beaucoup œuvré là-dessus. Fin des années 50, en 59 précisément, on passe à une autre ère. Les besoins un peu physiologiques sont en train d'être satisfaits. André Malraux crée le premier ministère des Affaires culturelles et avec un objectif, rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales. Et bien à cette époque, les CE ont aussi beaucoup contribué à rendre l'accès aux grandes œuvres, aux musées, aux beaux-arts à un public plus large dans les entreprises. Années 60, l'âge d'or du tourisme social, hein, et on a des générations entières de gamins qui sont partis en vacances et qui nous disent encore, aujourd'hui, moi je rencontre en formation des élus qui me disent, moi, quand j'étais gamin, mes parents étaient élus au CE et mon CE, enfin le CE de mes parents, c'est lui qui m'a permis de partir en vacances. Le CE a beaucoup œuvré sur ces questions des vacances, continue aujourd'hui sous une autre forme à travers les chèques vacances, mais voilà, c'est des enjeux toujours d'actualité puisqu'il y a quand même à peu près encore aujourd'hui un Français sur 2 qui ne part pas en vacances. Donc l'âge d'or du tourisme social, les colonies de vacances, financement des colonies de vacances. Mathilde, tu voulais intervenir? Non, pardon. Voilà, et puis jusqu'à nos jours, alors j'en passe, hein, années 80, il y a eu l'élargissement des missions, les lois Auroux, etc. Mais si on reste sur la notion d'activité politique sociale et culturelle, depuis les années 90, on est plus sur un développement de la société des loisirs. Et là, le CE a aussi accompagné tout ça, développement de l'accès au cinéma, aux activités sportives, etc. J'ai omis de parler des années 70, mais qui ont été aussi une période très, très importante pour les CE, parce que c'est ce qu'on appelait le mouvement de l'éducation populaire, où là, la philosophie, c'était rendre accessible le savoir, tous les savoirs, les sciences, les techniques, les arts. C'est là qu'on a vu naître notamment beaucoup de bibliothèques de CE, de médiathèques de CE et d'initiatives très diverses pour favoriser l'accès au savoir pour le plus grand nombre de salariés. Donc, c'est comment dire, un tour d'horizon extrêmement rapide et sommaire, hein, de cette histoire, un résumé de 75 années. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous doutez de votre légitimité à agir, il ne faut pas. Parce que vous voyez, à d'autres époques, ce n'était pas la transition écologique qui était l'enjeu. Il y avait d'autres besoins. Eh bien, aujourd'hui, en 2020, on est sur une période charnière où on voit bien, à travers le constat qu'a fait Agnès, à travers ce que nous a dit Mathilde, la prise de conscience, j'espère pas trop tardive, mais de notre société et de nos gouvernants, il y a un vrai enjeu là. Et du coup, les élus de CSE que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez reprendre ce flambeau-là. C'est finalement à votre tour aujourd'hui d'être à la hauteur des responsabilités, entre guillemets, sans mettre quand même trop de pression, mais les enjeux sont là. Et vous avez l'occasion, à travers notamment votre politique sociale et culturelle, de réinterroger qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment on le fait, pourquoi on le fait, en tenant compte des nouvelles problématiques. Et la problématique majeure aujourd'hui, c'est bien cette question de la transition écologique, comme on l'a vu, qui touche vraiment tous les pans d'une société, qui a des incidences très, très globales. Donc, vous êtes bien légitime à agir, à vous d'être aujourd'hui les élus qui seront acteurs de transformation sociale, comme l'ont été avant vous d'autres élus dans d'autres époques. Donc la légitimité, pour moi, elle n'est pas à remettre en question, vous pouvez y aller. Et pourtant, représente.org, Agnès, tu vas nous en parler, vous avez mené une enquête l'année dernière qui a abouti sur un constat qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est vrai. Merci Vincent. Alors, sans vouloir vous mettre la pression, il faut savoir que quand même, les budgets des CSE, ça représente 11 milliards de dépenses par an. Donc, à la fois sur les budgets ASC et sur les dépenses
qui sont induites côté salarié en complément. Et que ça, c'est quand même un tiers du budget du ministère de la Transition écologique. Donc, c'est quand même un acteur non négligeable de l'économie aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une enquête de terrain, donc début 2020, pour voir en fait ce que faisaient les CSE sur la thématique écologique, s'ils avaient pris ce tournant ou non, où ils en étaient, quelles étaient les choses qui étaient faites. On a interrogé environ 500 personnes, à la fois des élus de CSE et des salariés d'entreprise ayant un CSE, pour tirer un état des lieux. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà que tout le monde était convaincu que le CSE devait agir, plus de 80% des salariés et des élus, donc ça c'est vraiment unanime. On s'est rendu compte aussi que 9 salariés sur 10 étaient demandeurs d'avoir des offres davantage plus éco-responsables de la part de leur CSE. On s'est rendu compte aussi, malheureusement, que pour l'instant, moins de 5% des budgets ASC étaient fléchés vers des alternatives éco-responsables. Alors pourquoi? Donc on a aussi interrogé les freins. Et là, on en a trouvé plusieurs qui ressortent de manière assez massive. Déjà, il y a le manque de temps qui est très évident. Donc c'est vrai que depuis la réforme, depuis qu'on est passé au CSE, les prérogatives sont plus nombreuses, les autres délégations sont moins nombreuses. Donc forcément, on a moins le temps aussi de se poser sur ce genre d'enjeu. Ça, c'est un enjeu. Le deuxième, ça va plutôt être le manque de compétences. Et ça, c'est totalement naturel. Quand on est élu au CSE, on fait ça à côté de son travail. On n'est pas un expert en développement durable. On n'est pas non plus un expert dans les achats. Et on n'a pas forcément le temps de s'y plonger. Donc c'est difficile parfois de démêler le vrai du faux entre les marques qui font un peu de ce qu'on appelle du greenwashing ou de l'écolavage et celles qui sont véritablement engagées, comme c'est des sujets qui deviennent très vite complexes. Parfois c'est très difficile de savoir finalement qu'est-ce qu'il faut privilégier ou non. Et puis finalement, il y a une peur de cliver qui ressort énormément et de manière assez marquée, c'est-à-dire que beaucoup d'élus ont peur en fait de transformer leurs activités sociales et culturelles parce qu'ils ont peur que ça crée des frustrations, que ça crée des clivages au sein de l'entreprise, que leurs ayants droit ne soient pas motivés pour le faire. Et ça, ce qui est amusant, c'est que c'est plutôt démenti par les faits. Nous, on voit que beaucoup de salariés, donc 9 salariés sur 10, en fait, seraient motivés pour avoir, alors peut-être pas 100% des offres qui soient durables, mais au moins une partie. Une transition. Voilà, une transition. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut y aller et que c'est possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi invité 2 élus qui ont fait le travail, qui ont fait la démarche dans leur CSE. Ils vont nous en dire un peu plus de comment est-ce qu'elles ont procédé. Alors effectivement, nous avons invité Christine et Victoire qui représentent toutes les deux structures complètement différentes. Alors Christine, on peut vous laisser démarrer. Donc on l'a vu, le constat étant fait, la légitimité étant là, maintenant la question qui va se poser à nous tous, c'est comment on peut agir. Alors vous avez mis en place des choses, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Donc de notre côté, donc de mon côté, moi je suis actuellement secrétaire du CSE de Liber Aerospace à Toulouse, où avec à peu près 1400-1500 salariés. Et donc, on a mis en place une commission de développement durable depuis maintenant bientôt 4 ans, en 2017. Et on est engagé sur ces sujets depuis un peu plus 5-6 ans. Comment on a fait ça? Pourquoi au départ c'est venu d'un travail de petites fourmis d'une ou 2 personnes qui sont arrivées dans les activités sociales et culturelles et qui ont commencé à insuffler des petites idées à droite à gauche. Et puis Ce n'était pas une demande de salariés, c'est vraiment à l'initiative. Au départ, c'était à l'initiative des élus. Ouais. Il n'y avait pas encore, si on regarde en 2015 à peu près, il n'y avait pas encore de gros mouvements dessus. C'était plus des personnes isolées qui étaient sur ces sujets-là, mais qui envoyaient poindre l'importance, et notamment en faisant jouer les réseaux avec d'autres CE qui commençaient déjà à être impliqués et puis qui donnaient des idées. Donc c'est aussi grâce aux idées des autres qu'on a pu monter des choses. Et donc, excusez-moi Christine, un auditeur nous demande de préciser le nom de votre CSE, on ne l'a pas fait. Oui, Liber Aerospace à Toulouse. Et donc voilà, donc c'est créé une commission de développement durable il y a bientôt 4 ans et qui a commencé à agir avec un petit budget. En fait, on a entre
4 000, 6 000 euros par an. Mais l'idée, elle est pas tellement là, en fait. Elle n'était pas dans les actions de la commission elle-même, mais petit à petit, ce qu'on a créé, c'est l'idée d'essaimer et de contribuer à l'ensemble des activités sociales et culturelles, pas d'agir au sein d'une commission indépendante, donc même si elle existe pour guider les autres. Donc, on a mis en place cette commission facultative, hein. On l'a votée en séance de CSE. On a rajouté cette commission. Elle n'a pas de moyens supplémentaires par rapport aux autres commissions qui n'ont pas plus de moyens que les heures de délégation normales des élus, hein. C'est juste qu'on se répartit le travail entre nous. Donc, aucune opposition de la direction là-dessus, d'autant plus qu'on traitait uniquement des activités sociales et culturelles. On l'a fait et on l'a mise aussi dans notre accord de fonctionnement du CSE. Donc, de cette façon, cette commission existe à part entière et elle s'appelle Développement durable et RSE. Donc, qu'est-ce qu'on a fait grâce à cette commission? On a commencé par des petites choses, par travailler à la restauration et dans nos festivités. Par exemple, avoir des gobelets réutilisables quand on fait des festivités plutôt que des gobelets en plastique. Louer de la vaisselle qui sera lavée plutôt que de la vaisselle jetable. On a commencé à s'occuper du tri des déchets dans notre restauration collective, par exemple, et redistribuer le pain qui était jeté, ce genre de petites actions. Et puis petit à petit, on s'est vu que des actions isolées, ce n'était pas forcément facile, pas mobilisateur, donc on a créé 2 semaines dans l'année d'animation sur lesquelles du coup on faisait un peu monter ce thème-là, donc avec des activités sur les produits ménagers, des collectes solidaires. On a créé un petit jardin pédagogique, de la récupération, du bricolage, voilà. À la fois le thème solidaire et le thème environnemental sont liés dans ces activités-là. On a beaucoup travaillé sur les machines à café dans notre entreprise aussi, vaste sujet car grosse consommation, et le gobelet dans la machine à café. Donc on a créé toutes ces actions-là et on les a regroupées en 2 temps forts dans l'année, des semaines d'animation. Donc ça a permis de bien sensibiliser les gens et de se rendre compte qu'il y avait des spectateurs, il y avait du public, et plutôt que spectateurs, des acteurs, du public, des gens qui avaient envie d'y s'y mettre mais qui ne savaient pas trop comment. Donc ces ateliers ont commencé à prendre forme comme ça. Donc ça n'a pas été, on n'a pas décrété ça à grands coups de slogans et de plaquettes de communication, mais par des actions très concrètes. Et du coup, ça a rassuré aussi les salariés, c'était des gens en mouvement et ils pouvaient s'associer à cela. C'est ça, on n'a pas commencé avec des gros sabots, mais par des petites actions qui les touchaient, notamment, voilà, quand je parle du café, c'est quelque chose qui les touche au quotidien. Le petit gobelet à la fête de la musique, c'est pas grand-chose, mais ça commence à montrer qu'on peut faire des choses simples. Ceci dit, donc on trouvait que c'était pas suffisamment impactant, donc c'est bien de sensibiliser, mais ça nous rendait pas complètement acteurs, et donc on a commencé aussi à définir un guide d'achat responsable pour l'ensemble du CSE, pour qu'au niveau du CSE, quand une autre commission devait faire quelque chose, ou quand les services administratifs devaient faire quelque chose, qu'ils aient des lignes. Acheter plutôt local que sur Internet à l'autre bout de la France, acheter plutôt du produit français et pas très loin, ce genre d'orientation-là, qui se paraissent toutes bêtes, mais tant qu'elles ne sont pas écrites, on ne se pose pas la question. Donc là, ce guide, il existe. Pas à pas, ce guide, c'était bien, les petites actions, c'était bien, mais l'idée, c'est vraiment, c'est pas avec 5 000 euros qu'on va vraiment faire des choses. L'idée, c'est que l'ensemble des commissions prennent des objectifs de développement durable dans leurs actions. Donc, au début du mandat actuel, donc il y a maintenant 2 ans, on a décidé de faire une charte de développement durable pour nos activités sociales et culturelles et notre gestion du CSE, de manière que ça se constitue une feuille de route, en fait, pour les commissions. Donc, on a défini nos lignes principales, et puis, pour chaque commission, dans quelle direction elle pouvait et elle devait aller, et sur lesquelles on va faire un bilan en fin de mandat. Donc, ça peut aller, voilà, j'ai parlé des verres réutilisables, à se donner un objectif sur nos voyages, favoriser des voyages pas très loin, favoriser des voyages qui apportent du sens, plutôt qu'aller dans un club med, pardon pour l'enseigne, mais dans un village de vacances à l'autre bout de la planète pour faire la même chose qu'ici. Voilà, donc on a donné ce cadre-là et pour chaque commission. Mais ça permet en fait que la commission de développement durable soit plutôt là pour aider, pour proposer des choses, mais que chaque commission qui a envie de faire du voyage ou de l'enfance, voilà, ait des idées de pistes dans lesquelles aller, sachant qu'elles ne sont pas forcément spécialistes ou sensibles à la base, mais du coup, ça leur permet de choisir. Vous avez rencontré
de l'adhésion tout de suite des salariés, ou est-ce qu'au contraire, certains, comme on parlait, Agnès parlait de clivage potentiel, est-ce que ça a suscité du débat, une adhésion majoritaire Moi, je par dirais rapport aux salariés? on a plutôt créé une adhésion assez rapide. Alors, il y a toujours des personnes qui regardent ça d'un œil un peu critique, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais globalement, l'accueil a été là. Et contrairement à l'idée reçue qu'on avait, nous, dans l'entreprise, de gens qui nous disent « Ah oui, mais c'est des choses pour les cadres », mais en fait, pas du tout. On a vraiment tous les profils qui ont voulu participer ou qui se sont manifestés. Donc, il n'y a pas d'étiquette à coller à ça. Et ça a pu attirer du monde. On a fait une enquête de satisfaction, là, il y a 2 ans, à la fin du mandat précédent. Sur l'ensemble des commissions et des thèmes qui ont été mis en avant, la commission développement durable est une de celles des actions de développement durable est quasiment la plus plébiscitée en fait. Donc en termes de progrès, c'est là que les gens ont vu le plus de progrès et ont été satisfaits de ce qu'on a fait. Donc c'est ça qui a permis de dire, ben voilà, continuons. Donc c'est vraiment intéressant. Après, ce que j'avais envie de rajouter, c'est qu'on a eu cette démarche au sein du CSE, de manière à se dire le CSE, il peut faire des choses et il doit être exemplaire, mais on est aussi maintenant dans la démarche qui est d'aller plus loin et aussi de solliciter l'entreprise pour faire des actions elle-même. Donc en CSE, en réunion de CSE, plus les challenger sur les enjeux stratégiques, où c'est qu'on va systématiquement, est-ce que cette dimension est prise en compte? Alors c'est à petite dose, mais le fait d'avoir cette commission DD-RSE nous donne aussi cette légitimité à intervenir sur ce sujet-là, avant qu'il y ait un cadre légal qui soit plus contraignant encore. Donc une politique des petits pas, et puis vous avez pris vos marques, vous avez identifié petit à petit peut-être une meilleure méthode, et après vous avez globalisé, généralisé à l'ensemble de vos activités. Voilà, bon, et puis là c'est encore en cours, hein, parce que voilà, malgré tout, c'est venu, comme je disais, d'un petit groupe qui a grossi. L'intérêt aussi, que c'est notre commission développement durable, c'est pas que des élus, elle est ouverte à des bénévoles, et on est à peu près autant de bénévoles que d'élus, donc ça montre aussi que les gens sont intéressés. Les bénévoles sont venus volontairement. L'ensemble des commissions sont ouvertes, mais il n'y a que sur celle-là où on a eu des candidats. Donc ça, c'est important. Et on veut aller plus loin au sens où nos élus, il faut qu'ils soient encore plus sensibilisés. Il ne faut pas que ce soit juste un groupe qui ait donné des lignes. Même s'il y a un élu, on va dire, plus développement durable dans chaque commission, il faut aussi que les autres comprennent mieux les enjeux. Donc, on a aussi l'ambition de former les élus via, par exemple, une fresque du climat ou un autre atelier de ce type-là, pour qu'ils s'approprient encore plus les enjeux que juste par la charte, qui est déjà un premier mouvement qu'on a initié. Ouais, pour que ce après, soit un état voilà, d'esprit global. Voilà, commencer par les élus et puis insuffler l'idée au niveau de l'entreprise pour que des fresques se jouent dans l'entreprise aussi. On a une question là dans le chat. On nous dit, moi j'ai voulu créer une commission environnement, mais l'employeur a refusé. Est-ce que vous pouvez nous préciser le cadre légal? Justement, vous en avez parlé rapidement, mais allez-y. Je crois que selon les habitudes, les usages des entreprises et les réactions ne sont pas toujours les mêmes, visiblement. Nous, dans la mesure où c'est une commission orientée activités sociales et culturelles à la base, nous, notre employeur ne fait aucun blocage là-dessus, dans la mesure où on ne lui a pas demandé de rajout. Même si on aurait voulu, et puis on a essayé dans le cadre de la négociation, on n'a pas demandé à ce qu'il nous rajoute des heures en plus. On a juste dit, au sein de notre organisation, on va créer une commission qui va spécifiquement s'appeler Commission développement durable et traiter de ces points, et on y met tels élus, on les nomme, et puis voilà. Dans la mesure où on n'a pas demandé de moyens supplémentaires, nous, ils n'ont fait aucun blocage. Ça ne nécessite on l'a pas inscrit un dans accord. l'accord CSE. Nous, on l'a inscrit dans l'accord de fonctionnement du CSE. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. En fait, si je peux me permettre, Christine et Vincent, le fait de créer une commission facultative, donc depuis le passage en CSE, nécessite un accord d'entreprise. Hein. Donc que ce soit l'accord de fonctionnement du CSE, que ce soit un accord dédié à cette question-là. Et même si on est sur la politique, sur la mission sociale et culturelle. Une commission ASC aussi doit faire l'objet d'un accord d'entreprise. Il doit être intégré à l'accord de fonctionnement. Donc, toute commission facultative, puisque c'est le cas des ASC, hors des commissions obligatoires, doit faire l'objet d'un accord d'entreprise et doit donc avoir l'accord de la direction. D'un point de vue juridique, c'est comme ça. Ce n'était pas le cas avant, évidemment. On pouvait simplement modifier le règlement intérieur. Et du fait, Christine, de votre antériorité aux ordonnances Macron, en fait, vous avez pu le faire dans votre règlement intérieur auparavant. Et donc, ça a été intégré à votre accord de fonctionnement. Aujourd'hui, malheureusement, pour ceux qui veulent le faire de nouveau, il faut l'accord de la direction. En réalité, c'est pas si...
moi, je ne vois pas ça de façon si négative dans la mesure où ça force à avoir le débat avec la direction sur ces questions. Et ça permet effectivement, durant la négociation, de pouvoir déjà anticiper et avoir une sorte de préambule avant le début du fonctionnement de cette commission. En tout cas, ouais, d'un point de vue juridique, malheureusement, il faut passer par un accord aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement... Peut-être que ça ne sera pas le cas à l'issue de la prochaine loi, hein, mais pour l'instant, c'est le cas, oui. Je pense qu'effectivement, pour les entreprises pour lesquelles c'est un blocage, peut-être il faut peut-être se faire accompagner pour trouver les bons arguments et discuter avec la direction du cas dans lequel le faire. Pour les entreprises où il y a un peu moins de blocage, où c'est un peu flou, sans créer la commission, ça n'empêche pas d'avoir un groupe d'élus qui travaillent sur le sujet, qui se dispatchent les sujets au sein des commissions existantes. Et finalement, bon, OK, il n'y aura pas écrit commission développement durable, mais ça sera une première étape de travail. Pour essayer, mais c'est bien mieux s'il y a une commission développement durable estampillée qui peut faire valoir ses droits, surtout au niveau entreprise, on va dire. Mais pour les activités ASC, en tout cas, peut-être s'il y a vraiment gros blocage, arriver à contourner le problème, je pense que ça devrait être possible. OK, merci Christine. Victoire, vous aussi, vous avez mis en place des choses. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre structure et qu'est-ce que vous avez mené? Est-ce que vous l'avez mené un peu de la même façon que Christine? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Victoire, je suis élue au CSE de JobTeaser depuis 1 an. JobTeaser, c'est une entreprise assez jeune de 230 salariés à peu près, qui sont basés à Paris, Nantes et Lyon pour ce qui est de la France. Et donc, nous, chez JobTeaser, on n'a pas élu de commission dédiée. On est vraiment au tout début de cet accompagnement et de cette transition. On est à CSE qui est assez récent, qui a un peu plus de 3 ans. Et donc, nous, concrètement, comment on essaie d'accompagner cette transition écologique? En fait, on a un budget donc ASC qui est assez limité puisqu'on est une petite structure. Par le passé, on a vraiment dédié la plupart de ce budget sur de l'événementiel sur site. On a surtout essayé d'animer pas mal d'événements et de choses sur site. Et cette année, c'était forcément un peu différent. Donc, on s'est un peu retrouvé dans une situation où comment est-ce qu'on peut utiliser ce budget au mieux. Et donc, c'est là qu'on a un peu challengé la manière dont on le faisait avant. On a vu que les salariés étaient assez demandeurs sur tous ces sujets. On l'a pressenti, notamment sur tout ce qui est gestion des déchets. Au niveau de l'entreprise, il y a déjà des choses qui ont été faites. Donc ça, c'est vraiment pas l'initiative du CSE, mais c'est l'entreprise. On parlait de machines à café tout à l'heure. On a déjà banni les gobelets, on fait le tri. Il y a beaucoup de choses. Tout l'événementiel, on est toujours passé par des éco-cups. Donc, de ce côté-là, on voit qu'il y a vraiment un intérêt des salariés. Et donc, en tant que CSE, nous, on s'est demandé comment on pouvait accompagner cet intérêt. Et c'est là qu'on a rencontré représente.org. Et en fait, ils nous ont beaucoup aidé à identifier ces points-là. C'est vrai que Agnès, tout à l'heure, tu parlais du fait que moins de 5% du budget ASC est fléché sur ces avantages plutôt éco-responsables. Nous, on a fait le choix avec JobTeaser et donc le CSE cette année de flécher quasiment 100% de notre budget ASC sur des avantages éco-responsables. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas proposer des choses intéressantes en lien avec des loisirs et culturels aux salariés. C'est vraiment juste qu'on va décider de filtrer et de proposer uniquement des avantages qui nous semblent correspondre à ces valeurs. Et alors, comment on a fait concrètement pour lancer tout ça? C'est assez intéressant. On a fait une enquête. Donc, on a été aidé par représente.org. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on a eu énormément de retours. On a eu plus de 81% de répondants et on a eu des commentaires extrêmement positifs à l'issue de cette consultation. Donc, allez-y, je vous invite tous à faire ce genre d'exercice. Vous serez, je pense, assez surpris des résultats. Une époque en plus où souvent on entend les élus dire qu'il y a une individualisation, un manque d'intérêt à la chose du collectif ou aux prestations du CSE. Là, finalement, on peut se saisir aussi de ce sujet-là qui semble assez fédérateur et qui permettrait peut-être de rajouter un peu de proximité et d'attention des salariés vis-à-vis de leur CSE.
Oui, tout à fait. Puis ça permet aussi pour nous de mesurer un petit peu la maturité des collaborateurs par rapport à ces sujets et de comprendre aussi où positionner notre curseur sur les différentes actions et comment maintenir un bon équilibre entre animation du collectif et proposition d'avantages et vraiment fléchage vers des choses très engagées. Alors après, il y a des petites choses très simples qu'on a déjà mises en place. Donc, on parlait de gobelets tout à l'heure. Nous, par exemple, on a une tradition chaque année qui est le calendrier de l'Avent. Donc, le CSE avait l'habitude de distribuer des calendriers de l'Avent à tous les salariés. Et donc, cette année, on est passé par une entreprise qui a une démarche locale et éthique pour la production, enfin pour le calendrier en tant que tel. Et puis comme on était tous à distance, on a dû l'envoyer. Et donc sur la partie envoi, on est passé par un ESAT pour la livraison. Et voilà, on a travaillé aussi tout ce qui était emballage. Ça peut paraître petit comme action, mais finalement, on a eu énormément de retombées positives des salariés et on n'a pas pour autant empêcher les gourmands et le côté un petit peu fédérateur autour du calendrier. On a aussi pas mal de choses. Dans ce qu'on a déjà fait, on a aussi par exemple proposé des chèques cadeaux à Noël qui étaient des chèques Eti-cadeaux. Donc voilà, au lieu de proposer un chèque Amazon ou un chèque classique sans pointer du doigt, on est passé par Eti-cadeaux qui permet aux salariés de découvrir des marques, des modes de consommation un peu différents avec de la seconde main et des entreprises éthiques qui sont engagées dans l'environnement. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et après, on a beaucoup d'idées. Donc, c'est surtout représente qu'il y a des idées pour nous, mais on échange énormément et on va faire un atelier fresque du climat avec le CSE pour déjà, comme le disait Christine, pour que au sein du CSE, on soit tous convaincus et intéressés par ces sujets. Bon, je dis tout le CSE, on est 5, c'est une petite équipe, mais déjà, ça passe par là. Et ensuite, on va proposer cette formation, donc les ateliers fresques du climat aux salariés, et donc la financer avec le budget ASC. Puis il y a d'autres choses à venir. Des ateliers zéro déchet, si un jour on peut reprendre des ateliers en présentiel ou alors on verra pour des choses plutôt à distance. On va proposer aussi aux salariés de financer une partie d'un bilan carbone individualisé pour ceux qui le souhaitent. On a un projet aussi d'organiser un challenge qui s'appelle Ma Petite Planète pour avoir plus d'informations auprès d'Agnès notamment, mais qui dure une semaine, qui permet d'engager tous les salariés autour d'un challenge un peu festif, mais en même temps, on est par équipe, il y a un côté un peu compétition bienveillante où chacun va réaliser des challenges et essayer de réaliser des éco-gestes toute la semaine en équipe. Donc voilà, c'est des petites choses en fait, mais on a vraiment décidé de prendre ce tournant en se disant, on vit une période assez particulière. La partie loisirs culturels, c'est compliqué en ce moment. Donc, utilisons ce budget d'une autre manière et essayons vraiment d'en profiter pour embarquer les salariés avec nous là-dessus. Pour vous, ça a vraiment fédéré les salariés derrière les actions, les initiatives du CSE? On a vraiment des super retours, même de la direction. Enfin, on a vraiment beaucoup, même la personne de notre DRH qui elle-même est hyper intéressée. Enfin, tout le monde, en fait, trouve que c'est un super moment et que c'est très intéressant de faire ça. Après, là, on est en train de déployer un peu le plan d'action pour l'année à venir. On vient juste de faire l'enquête. C'était le mois dernier. On va prendre la parole bientôt auprès des salariés pour faire cette restitution justement et leur montrer un peu comment ça va se passer en 2021 et ce qu'on a prévu. Mais pour l'instant, c'est vraiment extrêmement positif, quoi. On a beaucoup de retours. On a pas mal de questions, notamment, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le bilan carbone personnalisé ou la fresque du climat, enfin en 2 mots, est-ce que c'est des initiatives qui fonctionnent comment? C'est facile à mettre en place? Je vais peut-être laisser Agnès répondre là-dessus, parce que avec plaisir.
Avec grand plaisir. Alors, la fresque du climat, c'est un atelier de référence qui est donc porté par une association qui s'appelle la Fresque du climat. Et franchement, allez-y les yeux fermés, ça marche à tous les coups. Parce que c'est à la fois très, très ludique et très, très pédagogique. Comme c'est vraiment un atelier de création collective, tout le monde va se creuser la tête pour reconstruire le rapport du GIEC, mais de manière très visuelle. Donc ça s'adresse aux salariés? Ça peut s'adresser à tout le monde. Nous, on a créé une version un peu spécifique où on va accompagner, suite à l'exercice de la fresque, un débrief au sein du CSE, donc vraiment pour voilà, aligner tout le monde et générer des idées. Mais moi, personnellement, je suis animatrice de cet atelier depuis plusieurs mois. Je l'ai fait beaucoup aussi en entreprise avec des salariés. Et notamment, je le vendais, entre guillemets, aux managers en leur disant, vous allez voir, c'est une super activité de cohésion d'équipe. Et personne n'a jamais été déçu à ma connaissance. Donc ça, c'est sur la partie fresque du climat. Sur la partie bilan carbone, alors il y a beaucoup d'outils qui existent en ligne et qui sont plus ou moins simples. Donc après, ça va dépendre aussi du niveau voilà, je dirais de maturité des salariés, aussi du niveau de temps qu'ils sont prêts à y consacrer, parce qu'un vrai bilan carbone, ça peut être un peu lourd à faire. Mais néanmoins, si on est déjà engagé, c'est plus intéressant d'aller très loin. Donc, il va falloir récupérer pas mal de factures, etc. Et après, il y a des outils qui sont plus simples, qui posent quelques petites questions, qui permettent voilà, de se dire combien de fois par jour je mange de la viande, combien de fois par an je vais prendre l'avion. C'est genre quelque chose de très simple. Et l'avantage, c'est vraiment de pouvoir comprendre ce qui a de l'impact, déjà à son niveau, pour ensuite pouvoir déjà mettre en place des actions et se dire, bon, bah, plutôt que faire telle action, je vais plutôt faire telle autre, parce que dans mon cas, ça a plus d'impact. Et finalement, comme c'est très lié au mode de vie, c'est aussi important de comprendre ce qui nous concerne nous personnellement. Et puis ensuite, c'est très pédagogique, parce que voilà, c'est un exercice qui est déjà obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés, qui va le devenir encore davantage. Mathilde, à mon avis, tu pourrais en dire plus. Et donc, on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'on attend des entreprises si on n'a pas fait l'exercice soi-même. Donc ça aussi, cette vertu vraiment d'être extrêmement pédagogique. Valentin, je crois que tu as quelques questions en réserve pour Christine, je crois. Alors, par contre, ton micro n'est pas branché. Je sais, il faut que j'enlève toutes les fenêtres qui bloquent, que j'arrivais pas à accéder au bouton. Oui, pas mal de questions en réserve. J'ai essayé on pourra pas forcément les traiter toutes, mais on va essayer quand même. Il faut aussi les remettre, essayer de retrouver dans le fil à quel. On les exploitera, hein, je l'ai dit en tout début d'atelier. On regardera avec attention avec Agnès l'ensemble de vos questions. On essaiera de revenir vers vous en fonction du type de questions, de vos besoins. On s'occupera de ça sans problème. Donc, il y avait déjà la question de savoir s'il était possible de partager le guide et la charte du CSE. Donc, j'ai répondu dans le chat, mais je crois qu'on peut... Oui, bah, ça sera fait avec plaisir. Il n'y a pas j'ai pas de copyright, au contraire, voilà. Elle est largement perfectible, donc ça sera aussi avec plaisir qu'on recevra des propositions d'amélioration. Tout à fait. Il y avait ensuite la question de savoir dans quelle mesure l'entreprise pouvait suivre les recommandations qui pouvaient en émaner concernant tout ce qui était déplacement personnel, déplacement pour des réunions, équipement, véhicule. Pour le moment, nous, on n'a pas encore été chercher via la commission des DRSE l'entreprise sur ce terrain-là, parce qu'on a un plan de mobilité, un plan de déplacement entreprise qui est actif depuis 2013 et qui marche assez bien. Donc, on le laisse sur le terrain de l'entreprise, même si on est partenaire quand il y a des animations. Donc voilà, je dirais qu'en tant qu'acteur CSE, on n'a pas... mais l'entreprise la réponse, c'est l'entreprise est déjà volontaire de son côté pour réduire ses émissions sur les déplacements personnels, domicile-travail. Elle ne travaille pas encore sur les déplacements pro, mais ça va venir. Et elle mène cette démarche elle-même. On a aussi eu pas mal d'interrogations qui, je pense, s'adressent aussi bien, c'est pour tous les CSE, aussi bien à Christine qu'à Victoire, sur la façon dont la direction peut adhérer à ces initiatives que vous mettez en place. Je commence, Victoire, puis je te laisse. Juste, je reviens sur la question d'avant. Par contre, s'il y a besoin d'idées d'actions concrètes dans le cadre de plan de mobilité, j'ai aussi des pistes sur ce qui a été fait pour nous. On peut me solliciter, moi, on m'envoie un message, il n'y a pas de problème. Je suis sur LinkedIn aussi, je pourrais donner ces éléments aux personnes intéressées. Comme la guide et la charte, à la limite, le mieux, c'est que les personnes intéressées les demandent. Et
donc, pardon, du coup, pour revenir sur la question, excusez-moi, Valentin, j'ai perdu mon fil. C'était du coup, dans quelle mesure la direction adhère-t-elle aux initiatives que vous pouvez mettre en place? Voilà, nous, je pense qu'ils étaient assez contents qu'on aille sur le sujet parce que bon, on a une entreprise aéronautique et c'est pas un thème facile sur nos produits. Donc, on a commencé à en parler par la vie privée des personnes et ça permettait aussi de voir la sensibilité, de mettre les gens sur ce terrain-là. Ils sont intéressés par le retour qu'on a eu de la sensibilisation des personnes et non, ils nous ont fait des retours positifs sur notre démarche. Et voilà, pour ma part, assez engagée, c'est aussi vers moi que l'entreprise s'est tournée pour participer sur d'autres projets. J'étais dans le plan de déplacement entreprise et sur d'autres projets entreprises aussi. Donc, on est aussi un soutien. Oui, nous, de notre côté, comme je le disais, on en est au tout début. On a déjà eu des retours assez positifs à tous les niveaux, que ce soit de la part de la direction ou des salariés. Mais on n'a pas encore pris la parole en direct. C'est prévu pour très bientôt. Et donc, je pense qu'on aura d'autres retours. Mais voilà, aucun obstacle de la part de l'entreprise, en tout cas, puisque on n'a que du positif. Alors justement, sur cette question, Mathilde, là, on est beaucoup sur des initiatives donc politiques, sociales et culturelles, mais on s'aperçoit que ça peut être aussi un très bon levier pour activer un dialogue social avec l'employeur, parce qu'on peut agir non pas seulement sur notre politique sociale, mais sur l'ensemble des attributions du CSE, et notamment toute la partie dialogue social, mission santé ou sécurité, mission attribution économique et professionnelle. Donc un bon outil pour créer du dialogue avec l'employeur. C'est ça, c'est un peu l'idée de créer ce fameux dialogue social et environnemental désormais. Donc, deux actions, si on reste sur les CSE, on ne va pas rentrer sur les négos, notamment de mobilité dont on vient de parler et qui font l'objet justement d'un thème obligatoire dans le cadre des NAO. Mais ça, oui, à dispo pour donner plus d'infos si des personnes sont intéressées sur ce sujet. En tout cas, sur les prérogatives des CSE, donc pour récapituler rapidement ce qu'on vient de voir, deux types d'actions. Donc, d'une part, qui est le sujet un petit peu aussi de notre webinaire là, sur l'orientation responsable des ASC. Et c'est vrai que Agnès a largement œuvré avec représente.org pour montrer à quel point il y avait un intérêt d'accompagner les salariés sur ces sujets et de créer des formes de dépenses responsables. Et d'autre part, et enfin nous c'est plus notre sujet effectivement de contribuer à la stratégie environnementale de l'entreprise à travers notamment les consultations obligatoires, que ce soit la situation économique de l'entreprise, dans laquelle on peut inclure une analyse du rapport extra-financier, du bilan carbone de l'entreprise, de la déclaration de performance extra-financière, etc. Il y a plein d'informations finalement qui en général ne sont pas transmises au CSE lors de ces consultations, qui sont dues en réalité et sur lesquelles vous pouvez agir et donner un avis et intégrer l'élaboration ou le suivi de ces stratégies. Donc là, je parle de la situation économique et financière. On a aussi les orientations stratégiques, effectivement, dans laquelle on peut inclure une analyse justement à moyen, long terme de la stratégie RSE de l'entreprise. Donc demander des comptes un petit peu à la direction générale ou à la direction RSE si elle existe. Et de la même manière, entamer un dialogue sur ces sujets. Et enfin, troisième thème de consultation obligatoire, la politique sociale. Et dans ce cas-là, on en parlait tout à l'heure, les besoins d'évolution des compétences des salariés, entamer un dialogue effectivement sur comment la transition écologique va impacter les activités d'entreprise et donc les métiers, les recrutements, les besoins en compétences, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs thèmes. Et voilà. Et ça, finalement, ça consiste à intervenir au moment des consultations obligatoires. On peut intervenir aussi tout au long de l'année, évidemment, lors des réunions, en incluant à l'ordre du jour de nouveaux sujets. Il y a aussi, mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais d'autres cadres juridiques dans lesquels les CSE peuvent intervenir, type droit d'alerte environnementale des salariés, effectivement les questions de santé et d'environnement. On a eu une organisation syndicale qui s'est particulièrement investie sur la question de la pollution de l'air des travailleurs, par exemple dans les métros, etc. Donc voilà, plusieurs sujets, le devoir de vigilance aussi, dans lequel le CSE doit être impliqué. Bon, ça c'est plus pour
pour les multinationales, mais voilà, tout un panel en fait, d'actions qui sont possibles en termes de participation à la stratégie de l'entreprise, au même titre, dans un second axe, que l'orientation des budgets ASC, dont on a déjà largement parlé. Je rebondis sur ce que tu as dit sur l'orientation stratégique de l'entreprise. On avait une question justement de quelqu'un qui demandait est-ce qu'il est possible de demander à l'entreprise d'inclure un plan de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre dans son orientation stratégique? Alors, le CSE n'a pas de pouvoir décisionnel. Hein. Les pouvoirs décisionnels appartiennent à la direction, hein, pour l'instant. Donc, c'est effectivement, l'idée, c'est au même titre que le dialogue social, d'intégrer une dimension environnementale et de rester sur un dialogue. Le CSE peut faire des propositions, effectivement. Après, et par exemple, de sonder les salariés pour savoir effectivement s'ils veulent typiquement, je sais pas, un bilan carbone plus étendu que la réglementation actuelle qui, il y a plusieurs... la réglementation oblige les entreprises à faire un bilan carbone de leurs émissions sur certaines de leurs activités, mais pas toutes. Si le CSE demande qu'il soit fait sur toutes, il peut le demander, il peut le négocier. Le réclamer. Après, il ne peut pas l'imposer, bien sûr, au même titre que toutes les autres prérogatives. Il n'empêche que les leviers d'action du CSE en la matière sont quand même assez importants. Et l'écoute de la direction en général sur les avis du CSE et les remontées des salariés sur ces questions, la direction a tout intérêt à faire en sorte que ces salariés, ces CSE, soient satisfaits pour éviter toutes les problématiques liées à un mauvais climat social, des problèmes de recrutement, de départ des salariés, etc. Donc agir finalement avec ces outils habituels de négociation sur le dialogue social habituel, maintenant sur cette question de transition écologique et de stratégie d'entreprise. On le voit bien sur ce sujet comme sur tous les autres qui sont dans la valise des instances représentatives. Je pense qu'il faut toujours utiliser la même méthodologie de travail. Il y a le temps de la réclamation des salariés, proximité terrain, ce que veulent, ce que pensent les salariés. Il y a les temps d'information, consultation au niveau CSE. Et puis si on veut obtenir quelque chose de mieux, le travail est à donner ensuite aux organisations syndicales qui sont là, elles, pour négocier et faire bouger les lignes. Donc c'est un travail vraiment de complémentarité. Et ça qui est transversal à tous les sujets, pas seulement celui-ci. On a énormément de questions. En fait, on voit bien des initiatives de toutes parts. Donc, je pense que ça nous amènera certainement, nous, avec Agnès, à regarder comment on peut compiler tout ça. Et puis, peut-être qu'on imaginera des bourses d'initiatives à mettre en commun, mutualiser. Enfin, il y a sûrement des choses à imaginer autour de ça. Je pense qu'en termes de méthodologie, je vais laisser Agnès intervenir autour de ça, mais on le voit avec les interventions de Victoire et Christine. La bonne méthode, c'est d'y aller. Hein. Dans un premier temps, c'est de tenter des coups, c'est de voir, on avance par des petites initiatives et puis on voit comment on peut développer les choses. Et puis comme tout, les idées vont venir en faisant et puis après, on va structurer tout ça, on va regarder comment on le fait et sur quelle thématique on le fait. Mais pour rester sur les ASC et revenir sur le propos que j'avais tout à l'heure sur la légitimité, pensez au gros bloc d'entrée, se déplacer, se nourrir, se loger, se divertir, se cultiver. Vous avez les portes d'entrée et pour chacune de ces thématiques, vous pouvez ensuite regarder comment on met en œuvre des actions et en impliquant de préférence les salariés. Agnès, peut-être que tu veux compléter ? Avec plaisir. Donc, pour revenir sur les dépenses ASC, donc, en effet, je l'ai noté aussi hyper intéressant, par exemple, le retour d'expérience de Christine, qui dit qu'ils ont commencé avec un petit budget, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin de cohérence, en fait, pour que la commission développement durable soit finalement un conseil pour l'ensemble des autres commissions. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les enjeux environnementaux, ils sont présents sur l'ensemble des actions du CSE aujourd'hui, sur la partie sociale, et qu'il y a vraiment des manières d'agir sur l'ensemble de ces activités. Donc là, par exemple, vous avez quelques idées sur la permaculture, c'est tout ce qui est sensibilisation. Vous pouvez éduquer aux enjeux clés qui sont pointés par les scientifiques. Vous pouvez proposer des ateliers d'animation qui sont ludiques ou pratiques. Excuse-moi Agnès, que signifient les ASC? Activités sociales et culturelles, c'était une question. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est le budget qui va être dédié aux offres pour les salariés qui appartient au CSE. Une deuxième manière d'agir, c'est d'accompagner la transition de l'alimentation
en démocratisant notamment l'accès à une alimentation plus durable, que ce soit des produits bio, locaux, etc., qui peuvent être parfois un peu plus chers, mais aussi de faciliter toute la logistique qu'on a derrière le zéro déchet et l'anti-gaspi, qui en fait parfois est plus une question de temps qu'une question de moyens. Sur la partie événements, alors on peut repenser les événements d'entreprise. En fait, il ne s'agit pas de ne plus en faire, il s'agit juste de les faire de manière un peu différente, en pensant vraiment, comme on le disait, donc à limiter le gaspillage, mais aussi à limiter les dépenses d'énergie, par exemple. Sur la partie voyage, sujet qui touche beaucoup de CSE, et souvent le débat commence par là, il s'agit de proposer des alternatives qui sont bas carbone, donc probablement plus locales, accessibles en train, par exemple, et respectueuses des territoires, de leur ancrage. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout arrêter, mais il est totalement possible de proposer deux options aux salariés, de les laisser se positionner en faisant œuvre de pédagogie, en expliquant pourquoi est-ce que telle option a été sélectionnée plutôt qu'une autre. Sur la partie achat et vie pratique, on peut participer en tant que CSE à démocratiser toutes les filières locales et responsables du Pays de France, par exemple, toutes les marques qui sont réellement engagées dans la sélection des produits, dans le réemploi, etc. Et justement offrir des alternatives qui sont plutôt collaboratives et circulaires avec des prêts de matériel dans l'entreprise et ce genre de choses. Et puis finalement, il y a des actions qui peuvent être encore plus innovatrices, mais néanmoins avoir un vrai impact positif sur la transition écologique, qui sont plutôt de l'ordre du service que l'on va aider les salariés à acquérir. Donc ça peut être de proposer des solutions d'épargne responsable, qui peuvent avoir énormément d'impact, ou encore d'accompagner les foyers pour par exemple réaliser des audits thermiques de leur logement, et du coup accompagner la réduction à la fois des factures et des émissions de CO2. C'est vrai que cette question du logement, alors il y a déjà des choses qui se font aussi en lien avec l'employeur sur la question du logement, mais on entend souvent les élus qui souhaitent améliorer le pouvoir d'achat des salariés, hein. Ça, c'est quelque chose qui revient depuis des années. On a deux moyens d'agir. Soit on donne plus d'argent aux salariés, sauf qu'avec les budgets ASC, on ne fera pas un 13e mois aux salariés, ça c'est sûr. Soit on a la possibilité d'aider le salarié aussi à moins dépenser. Donc au-delà de la transition écologique, sur ces questions purement de pouvoir d'achat, comment dire, la marge de manœuvre sur la question du logement, effectivement, sur la sensibilisation aux économies d'énergie, sur les bonnes pratiques, les bons gestes, les diagnostics énergétiques, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, d'autant plus qu'on l'a vu, c'est quand même un des gros postes de consommation d'énergie sur lequel, tu le disais en introduction Agnès, il est urgent d'agir. Donc, vous voyez, ce n'est pas les thèmes qui vont manquer, ce n'est pas les initiatives. Donc, il est quasiment 11h30, donc il va falloir qu'on commence à regarder pour la conclusion de cet atelier. Mais je pense que cet échange-là nous amènera certainement à une suite. Il y a des choses à mutualiser, il y a des choses à des initiatives qui existent partout en France, et je pense que ce qui nous manquerait là, c'est un outil qui centralise tout ça, qui permettrait à chacun de piocher les bonnes pratiques. Le réseau Sésame a édité par exemple en 2015 un guide du CE citoyen. Bon, ben ça, je le relisais ce matin, c'est un guide qui a encore toute sa place et qui peut tout à fait vous aider aussi dans ce type d'initiative. On a fait en Pays de la Loire également des fiches pratiques sur la question du mieux se loger, de se déplacer, se nourrir, etc. Je pense que toutes ces initiatives-là méritent d'être valorisées. Donc ça sera notre travail, je pense, avec Agnès, et on verra avec Mathilde si on peut faire aussi des passerelles. Mais une bourse d'échange, des bonnes pratiques, c'est certainement quelque chose qui peut être intéressant. Et aussi un annuaire de tous les prestataires qui existent autour de ce type d'initiative. Il y a énormément d'initiatives qui existent. Il faut juste savoir où elles se trouvent. Agnès, tu veux conclure sur ce qu'on propose, si on veut aller plus loin sur ces questions après cet atelier? Avec plaisir. Alors du coup, je vous ai mis sur cette dernière diapositive quelques pistes. Donc, côté formation, donc Sésame et Représente-Power, nous, on va vous proposer une formation qui est plutôt orientée du coup mission sociale, comment agir, avec justement tout ce qui concerne les impacts de tel et tel secteur des ASC et comment du coup sélectionner les bons prestataires. On fera d'ailleurs la fresque du climat, je crois. Oui, absolument. La matinée est dédiée à la fresque du climat. Et du coup, l'après-midi est dédié aux solutions et aux moyens concrets d'agir. Et GATE 17, du coup, Mathilde propose une formation qui est plutôt orientée prérogatives environnementales des membres du CSE,
Peut-être que Mathilde, tu veux en dire un petit mot? Oui, entre autres, ouais, effectivement, je vous invite à aller voir notre site. On propose pas mal de formations pour accompagner les élus dans ces nouvelles prérogatives, hein, dans la prise en main en tout cas de cet enjeu, que ce soit leurs prérogatives légales, justement, la question de l'épargne salariale qu'on a parlé, et comment l'inclure dans les négociations au moment des NAO, pardon. Et voilà, je vous invite à aller voir le site. On fait pas seulement des formations, mais des accompagnements, comme je vous disais, à la création de commissions et d'accompagnement en égo, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. J'ai vu passer une question qui demandait si nous étions Sésame uniquement en Pays de la Loire. La structure que je représente est en Pays de la Loire, mais ça fait partie d'un réseau national. Donc vous avez le site internet, la www.sésame.fr, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les antennes Sésame qui existent sur le territoire national. Donc vous pouvez prendre contact avec eux et voir ce qui peut être fait. Mais entre Gate17, représente.org et Sésame Pays de la Loire, nous avons les moyens de vous accompagner, on va dire ça comme ça. Merci. Est-ce que Christine Victoire voulait ajouter un petit mot de conclusion? Non, moi, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, je pense, ou dans le chat, je ne sais plus, ce qu'il faut, c'est y aller, en fait. Donc, il n'y a pas de mauvaises choses à faire, finalement. Les petites idées sont bonnes à prendre. Si ça ne marche pas, on en prend une autre. Toutes les idées ne sont pas adaptables dans tous les CSE, mais du coup, il faut s'adapter à son public. Et puis, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on fait autre chose. C'est chouette et ça crée de beaux réseaux et des liens entre les personnes. Merci Christine. Victoire, tu voulais rajouter quelque chose? Rien de plus à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement également. Et ouais, vraiment, allez-y et surtout demandez l'avis des salariés. Vous serez surpris de voir leur intérêt. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. C'était, en ce qui me concerne, extrêmement intéressant, très riche d'animer ce premier atelier. Je pense qu'il en appellera d'autres, donc on va travailler là-dessus, mais je pense que ça serait extrêmement intéressant d'aller plus loin sur ces questions qui sont vraiment des enjeux très importants. Merci beaucoup, bonne journée à tous et puis à très bientôt.